Juste avant minuit, à la veille du Nouvel An, une série d'événements surprenants s'apprêtait à bouleverser l'équilibre énergétique d'une nation entière. Ce qui semblait être une nuit de célébration ordinaire allait se transformer en un chapitre que les analystes militaires et les experts en cybersécurité évoqueraient encore longtemps. À l'extérieur de Moscou, le ciel d'hiver cachait quelque chose de bien plus inquiétant que les feux d'artifice habituels. Tandis que des millions de familles se préparaient à lever leurs verres pour accueillir la nouvelle année, un silence étrange régnait dans les couloirs d'un centre de commandement à des centaines de kilomètres de là. Des signaux inhabituels apparaissaient sur les radars. Au début, personne n'y prêta vraiment attention, pensant à des interférences météorologiques ou à un simple bug dans les systèmes de surveillance. Mais très vite, les opérateurs comprirent que quelque chose de beaucoup plus sérieux approchait. Cette nuit-là, les tensions accumulées depuis des mois entre Moscou et Kiev atteignaient leur point de rupture. Loin des discours officiels et des caméras, une riposte soigneusement planifiée prenait forme. Pas de déclaration, pas d'avertissement, juste un message transmis par la technologie et le feu. Ce qui allait suivre n'était pas un simple épisode de la guerre des nerfs, mais un coup stratégique d'une précision presque chirurgicale. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut d'abord se pencher sur le contexte. Les récentes frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes avaient plongé plusieurs régions dans le noir. L'Ukraine avait promis de répondre, mais personne ne savait quand ni comment. Et cette nuit-là, alors que la Russie célébrait, la réponse allait frapper là où personne ne s'y attendait. Les cartes de surveillance, quelques heures plus tôt, montraient une activité inhabituelle dans plusieurs zones frontalières. Des lignes rouges, des trajectoires énigmatiques semblant converger vers un même point, Moscou. Certains analystes pensaient à un exercice, d'autres à une fausse alerte. Mais derrière cette apparente confusion, un plan méticuleux se déroulait. Les drones ukrainiens, de type Beaver, quittaient discrètement leur piste secrète, programmée pour un vol d'une précision redoutable. Ces appareils n'étaient pas des prototypes ni des engins de fortune, mais le fruit d'une ingénierie tactique raffinée, conçue pour voler bas, échapper au radar et frapper au moment le plus inattendu. L'intrigue grandissait à mesure que les signaux se multipliaient sur les écrans des postes de surveillance russes. Les opérateurs, fatigués après des jours de service intensif, commençaient à remarquer des anomalies, des échos faibles, des signatures radar éphémères, comme des ombres glissant à ras du sol. Pourtant, aucune confirmation visuelle ne venait appuyer ces observations. Et c'est là que résidait le génie du plan, la diversion. Un petit groupe de drones, volontairement exposés, servait d'appât pour détourner l'attention et provoquer la réaction instinctive des défenses russes. Tandis que ces cibles visibles attiraient le feu des systèmes anti-aériens, d'autres, bien plus nombreux, s'approchaient silencieusement à très basse altitude. Les systèmes de défense russes, réputés parmi les plus puissants au monde, se retrouvaient soudain confrontés à un dilemme inédit. Tirer sur tout ce qui bougeait ou risquer de laisser passer une menace invisible. Les ordres affluaient, les alarmes se déclenchaient et les batteries de missiles s'activaient. Le ciel de la périphérie de Moscou s'illumina soudain de traînées de feu, les canons automatiques crachant des milliers de projectiles dans la nuit glacée. Pour les habitants des banlieues, cela ressemblait à un feu d'artifice spectaculaire. Personne ne pouvait imaginer que, derrière cette lueur orangée, se jouait une bataille d'une intensité rare. Ce que les Russes ignoraient, c'est qu'en activant à pleine puissance leur système de brouillage électronique, ils venaient de compromettre leur propre défense. Le vacarme électromagnétique saturait leurs radars, rendant aveugles leurs unités les plus performantes. Ce qui semblait être une riposte parfaite était en réalité le piège. Les ingénieurs ukrainiens avaient anticipé cette réaction et exploitaient désormais cette faiblesse. À cet instant précis, alors que les commandants russes célébraient la destruction apparente de plusieurs drones, la véritable attaque venait à peine de commencer. C'est ici que tout bascule. La tactique ukrainienne se dévoile dans toute sa subtilité, forcer l'adversaire à se défendre contre des illusions pendant que la véritable menace progresse à l'abri du bruit et de la confusion. Tandis que les radars russes saturés ne distinguaient plus rien, des dizaines d'autres drones, les véritables porteurs de charge, fonçaient droit vers leur cible. Les minutes suivantes allaient déterminer bien plus qu'un simple succès militaire. Elles allaient redéfinir la manière dont les guerres modernes se jouent. Et ce n'était que le début. Dis-moi, envoie la partie suivante pour que je continue avec la deuxième partie. Alors que les premières explosions illuminaient le ciel lointain,
les équipes de surveillance du réseau électrique russe commencèrent à comprendre que quelque chose d'inédit était en train de se produire. Les lignes de tension, d'habitude si stables, affichaient des variations inquiétantes. Dans les salles de contrôle, les ingénieurs échangeaient des regards nerveux, tandis que des voyants rouges se mettaient à clignoter en cascade. Ce n'était pas une panne ordinaire, ni un simple incident technique. Ce qui se déroulait devant eux était une attaque coordonnée, précise et calculée. Les drones ukrainiens, ces appareils d'apparence modeste, venaient de percer le bouclier de défense que Moscou croyait impénétrable. Et ils fonçaient désormais vers le cœur de son système énergétique, là où chaque étincelle pouvait provoquer un désastre d'ampleur nationale. Le choix des cibles n'était pas un hasard. Les sous-stations électriques de Ramenskoye, Yakovsky et Litkarino sont des points névralgiques du réseau russe, assurant la distribution d'électricité à une partie essentielle de la région métropolitaine. En frappant ces installations, l'objectif n'était pas seulement de provoquer des dégâts matériels, mais de créer un effet domino, un effondrement en chaîne qui désorganiserait le système tout entier. Chaque drone, programmé avec une précision mathématique, suivait une trajectoire minutieusement préparée à l'avance. Certains survolaient les vallées de l'Oka à très basse altitude, se cachant dans le relief pour éviter les radars, tandis que d'autres utilisaient la lumière des villes pour se fondre dans les signaux parasites de la nuit urbaine. Les Russes, aveuglés par leurs propres brouilleurs électroniques, ne voyaient que des échos fantômes. Le véritable essaim progressait, silencieux, déterminé, implacable. Dans le centre de commandement de la défense aérienne, la panique commençait à se faire sentir. Les officiers donnaient des ordres contradictoires, incapables de distinguer les drones leurs des véritables appareils d'attaque. Les systèmes S-400, conçus pour abattre des avions à des centaines de kilomètres, se révélaient inefficaces contre des cibles aussi basses et discrètes. À chaque tentative de verrouillage radar, les drones disparaissaient sous la ligne d'horizon, utilisant la courbure de la Terre comme un bouclier naturel. Les projectiles russes partaient à l'aveugle, frappant le vide ou explosant trop tôt. La supériorité technologique, sur laquelle Moscou avait bâti une partie de sa réputation, se transformait en impuissance. Pendant ce temps, les équipes ukrainiennes observaient en temps réel les flux de données renvoyés par les capteurs embarqués. Chaque impact potentiel, chaque variation de trajectoire était analysée, ajustée, corrigée. La stratégie ne reposait pas sur la force brute, mais sur la finesse, sur l'exploitation de la moindre faille. Et cette nuit-là, les failles étaient partout. Les Russes avaient activé à pleine puissance leur système Krasukha, ces gigantesques machines capables de brouiller toutes les communications sur des dizaines de kilomètres. Mais à cette intensité, les interférences rendaient leurs propres radars incapables de distinguer un drone d'un oiseau. Le champ de bataille électronique s'était retourné contre eux. Ce qui devait protéger Moscou la rendait vulnérable. Sur le terrain, les unités antiaériennes tentaient désespérément de se réorganiser. Les soldats, frigorifiés, rechargeaient manuellement les missiles de leur système Pantsir. Les gants gelés collaient au métal, les mains tremblaient sous la pression. Chaque minute comptait, chaque retard pouvait coûter cher. Certains parvenaient à abattre un drone, d'autres tiraient dans le vide. Mais l'essaim ne faibissait pas. Les appareils arrivaient par vagues successives, chacun chargé d'une ogive, capable de provoquer une explosion d'une intensité redoutable. La plupart visaient les transformateurs principaux, ces géants métalliques remplis d'huile conductrice. Lorsqu'un drone atteignait sa cible, la déflagration se propageait instantanément, transformant les installations en véritables torches visibles à des kilomètres. Au centre de gestion du réseau énergétique, la situation tournait au cauchemar. Les écrans affichaient une succession d'alarmes, surtension, court-circuit, effondrement de fréquences. Les ingénieurs tentaient de stabiliser le système, mais chaque manœuvre d'urgence ne faisait qu'aggraver le déséquilibre. Le réseau électrique, complexe et interconnecté, réagissait en chaîne. Lorsqu'un transformateur tombait, les lignes voisines devaient absorber la charge jusqu'à saturation. C'est à ce moment que tout bascula. L'ordre fut donné de couper volontairement certains secteurs pour éviter l'effondrement total. Mais ces coupures massives plongèrent en quelques secondes de vastes zones industrielles dans le noir. Des usines s'arrêtèrent, des hôpitaux passèrent sur générateurs, des gares furent paralysées. Moscou,
qui quelques minutes plus tôt brillait de mille feux, vit soudain son horizon s'assombrir. Les observateurs internationaux, dès les premières informations relayées sur les réseaux, comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Cette opération, d'une audace exceptionnelle, montrait que la guerre moderne ne se jouait plus seulement sur les champs de bataille, mais dans le domaine des infrastructures, là où la technologie devient une arme. L'Ukraine venait de démontrer que même face à un adversaire supérieur en nombre, l'intelligence tactique pouvait inverser le rapport de force. En exploitant la confusion, en forçant l'ennemi à s'aveugler lui-même, elle avait transformé une faiblesse apparente en victoire stratégique. Dans les heures qui suivirent, les feux des sous-stations continuaient de brûler. Les images satellites montraient d'immenses colonnes de fumée s'élevant à l'est et au sud de Moscou. Les pompiers luttaient contre des incendies que les produits chimiques des transformateurs rendaient presque impossibles à éteindre. L'onde de choc s'était propagée bien au-delà de la capitale. Plusieurs régions avoisinantes subissaient des coupures partielles, des réseaux ferroviaires étaient arrêtés et les communications civiles saturées. À Kiev, la réaction officielle fut mesurée, mais les médias ukrainiens présentaient déjà l'opération comme une riposte symbolique, une démonstration de résilience et de précision. Dans les studios de télévision russes, la surprise était totale. Les animateurs, d'abord hésitants, parlaient de défaillance technique, puis d'une possible attaque de drones. Les experts invités tentaient d'apporter des explications, mais aucun ne pouvait ignorer l'évidence. Le cœur énergétique de la Russie venait d'être frappé. Pour les militaires, ce n'était pas seulement un échec matériel, mais une humiliation tactique. La doctrine de défense, fondée sur la domination technologique, venait de montrer ses limites face à une stratégie fondée sur la ruse et la rapidité. Et pourtant, malgré la gravité de l'événement, le plus impressionnant restait à venir. Les conséquences de cette nuit n'allaient pas se limiter à des transformateurs détruits ou des coupures de courant. Ce qui venait de se passer allait redéfinir la manière dont les grandes puissances envisagent la guerre moderne et surtout la vulnérabilité des systèmes sur lesquels elles reposent. L'Ukraine n'avait pas seulement frappé des installations électriques, elle avait envoyé un message clair à toute la planète. Dans les guerres du XXIe siècle, la puissance ne réside plus dans la taille des armées, mais dans la maîtrise de la technologie et de la stratégie. La capitale russe, plongée dans l'obscurité partielle, découvrait ce que signifiait un silence électrique. Les rues, autrefois lumineuses, n'étaient plus éclairées que par les gyrophares des services d'urgence. Les habitants sortant sur leurs balcons voyaient au loin des lueurs orangées se refléter sur les nuages. Dans ce silence étrange, une certitude naissait. Rien ne serait plus jamais comme avant. Dis-moi, envoie la partie suivante pour que je continue avec la troisième et dernière partie. Au lendemain de cette nuit bouleversante, Moscou s'éveilla dans une atmosphère irréelle. Les habitants des quartiers périphériques furent les premiers à comprendre que ce qu'ils avaient entendu n'était pas une célébration, mais une opération d'une ampleur sans précédent. Les routes principales restaient encombrées, les transports en commun fonctionnaient au ralenti, et les autorités tentaient de rétablir un semblant de normalité. Les coupures de courant avaient touché des zones industrielles entières, paralysant des usines de métallurgie, des entrepôts logistiques et plusieurs chaînes de production destinées à l'armée. Les économistes russes, dans leurs premières estimations, parlaient déjà de pertes chiffrées en milliards. Et pourtant, ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de symboles. Pour la première fois, la capitale se découvrait vulnérable. Dans les jours qui suivirent, les images satellites publiées par des sources indépendantes révélèrent l'étendue réelle des dégâts. 3 sous-stations majeures avaient été gravement endommagées, certaines réduites à l'état de carcasses métalliques calcinées. Les flammes avaient dévoré les câbles, fait fondre les structures, et les transformateurs géants, pourtant conçus pour résister à des températures extrêmes, s'étaient transformés en brasero. Les services d'urgence travaillaient sans relâche pour circonscrire les incendies, tandis que les ingénieurs tentaient de rétablir l'équilibre du réseau électrique. Dans certains secteurs, la tension restait instable, provoquant des surtensions et des pannes en cascade. Des milliers de foyers se retrouvaient plongés dans le froid, alors que la température extérieure atteignait des niveaux glaciaux. Les autorités russes réagirent avec la gravité qu'imposait la situation. Le ministère de la Défense annonça l'ouverture d'une enquête complète sur les défaillances du système de défense aérienne autour de Moscou. Des officiers furent suspendus, d'autres mutés, et plusieurs commandants régionaux convoqués pour des explications. Le Kremlin, de son côté, publia un communiqué évoquant une « attaque terroriste » menée à l'aide de drones étrangers.
Mais cette formulation prudente trahissait une gêne plus profonde. Admettre que l'Ukraine avait réussi à frapper le cœur énergétique du pays aurait été reconnaître un échec majeur. Dans les médias d'État, on insista sur la rapidité de la réaction des forces de défense, minimisant la portée réelle de l'opération. Pourtant, les experts savaient que cette nuit allait marquer un tournant stratégique. À Kiev, la réaction officielle fut mesurée, presque silencieuse. Aucun triomphalisme, aucune déclaration publique ne vint confirmer l'origine des drones. Mais dans les cercles militaires, on parlait déjà d'un chef-d'œuvre tactique. L'Ukraine venait de prouver qu'elle était capable non seulement de se défendre, mais de frapper en profondeur, dans des zones que la Russie croyait intouchables. Cette opération n'était pas une vengeance émotionnelle, mais une démonstration de méthode, une application rigoureuse de la guerre asymétrique. En dépensant quelques millions, elle avait infligé des dégâts dont la réparation prendrait des mois et coûterait des milliards. Plus encore, elle avait créé une onde de choc psychologique. Les Russes, habitués à penser leur territoire comme une forteresse, découvraient que la technologie pouvait franchir toutes les murailles. Dans les milieux internationaux, les réactions ne se firent pas attendre. Les chancelleries occidentales suivirent de près les rapports des services de renseignement. Certains diplomates parlèrent d'une évolution majeure du conflit, d'autres y virent un signe que la guerre entrait dans une nouvelle ère, où la précision et la ruse remplacent les bombardements massifs. Les analystes militaires des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni publièrent des études détaillées sur l'attaque, soulignant la sophistication de la planification. Selon leurs rapports, l'opération combinait plusieurs couches technologiques. Brouillage des communications, navigation autonome, reconnaissance par correspondance de terrain et frappe ciblée sur des points énergétiques précis. Ce n'était plus une attaque improvisée, mais un scénario orchestré avec une discipline presque scientifique. La Russie, de son côté, commença à revoir ses protocoles de défense. Des unités supplémentaires furent déployées autour des infrastructures critiques, des radars furent recalibrés et des exercices d'urgence organisés dans tout le pays. Mais ces mesures arrivaient tard. La confiance dans le système de protection, jusque-là considéré comme un pilier de la sécurité nationale, avait été ébranlée. Les citoyens eux-mêmes, confrontés aux coupures et à l'incertitude, exprimaient une colère sourde. Dans les stations-service, les fils s'allongeaient, les réseaux de paiement connaissaient des dysfonctionnements et les réseaux sociaux russes bruissaient de rumeurs. L'État tenta de reprendre la main sur la narration, mais l'opinion avait déjà compris que cette fois, la vulnérabilité venait de l'intérieur. Pendant ce temps, dans les laboratoires ukrainiens, les ingénieurs et techniciens étudiaient les données collectées durant la mission. Chaque vol, chaque impact, chaque perturbation électronique était analysée. L'objectif n'était pas seulement de célébrer un succès, mais d'apprendre, de perfectionner la méthode. Ce qui s'était produit n'était pas un aboutissement, mais une étape. Les stratèges ukrainiens savaient que le conflit ne se gagnerait pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans le domaine de l'innovation. Chaque drone, chaque capteur, chaque logiciel de navigation représentait une nouvelle manière de déjouer la puissance conventionnelle. Et dans cette logique, l'opération contre Moscou devenait un laboratoire à ciel ouvert pour la guerre du futur. Dans les cercles politiques européens, cette attaque relança le débat sur la protection des infrastructures stratégiques. Les réseaux électriques, les centres de données, les pipelines, tous ces éléments qui soutiennent les sociétés modernes, apparaissaient désormais comme des cibles de choix pour les conflits hybrides. Les experts en cybersécurité rappelèrent que ce type d'attaque combinée, mêlant drones, brouillage et guerre électronique, pouvait un jour viser d'autres nations. À Bruxelles, à Berlin, à Paris, on parla d'urgence de renforcer les systèmes de défense anti-drones, d'investir dans la résilience énergétique et de revoir la dépendance à certains circuits critiques. L'écho de cette nuit dépassait largement les frontières du conflit russo-ukrainien. Mais au-delà des analyses, il restait l'impact humain. Les images de Moscou plongées dans